Mon enfer avec Hugo. Introduction. La rencontre avec Hugo. À la fin des années 90, je vivais une période de grande solitude. Le divorce de mes parents avait bouleversé ma vie et avec le déménagement qui avait suivi, j'avais perdu mes amis d'enfance. Isolé, je cherchais désespérément une connexion, une personne qui s'intéresserait à moi et me ferait sortir de cette solitude pesante. C'est alors que Hugo est apparu. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de ma mère qui connaissait ses parents. Un jour, alors qu'elle devait me ramener en voiture, elle a proposé de rendre service à Hugo en le prenant avec nous. Il avait une activité en dehors de la ville et sans permis ni scooter, il comptait sur l'aide des autres pour ses déplacements. Pendant ce trajet, ma mère s'est arrêtée dans la cour d'une maison et y est restée environ 20 minutes. C'est dans ce laps de temps que Hugo a commencé à me poser une avalanche de questions, toutes centrées sur un sujet bien particulier, ma vie amoureuse. À l'époque, je lui ai parlé de mon amour platonique pour Hélène, un amour qui pour moi ne nécessitait aucun aspect physique, mais était entièrement nourri par des sentiments profonds et romantiques. C'était un sujet qui m'enchantait et qui alimentait mon imaginaire, car l'amour sous toutes ses formes a toujours eu une place importante dans ma vie. À ce moment-là, je ne me fiais de rien. Après tout, j'étais si seul que l'attention que Hugo me portait, même si elle était insidieuse, me réconfortait. J'étais loin de me douter qu'il eût perçu ma dépendance affective et qu'il en tirerait profit. Avec le recul, je réalise qu'il possédait une grande intelligence émotionnelle, mais que sa morale était totalement opposée à cette sensibilité. Malheureusement, cette facette de sa personnalité ne m'est apparue que bien plus tard, lorsque les dégâts étaient déjà faits. Fonctionnement de la relation avec Hugo. Après notre rencontre, Hugo a rapidement pris une place importante dans ma vie. Ce n'était jamais moi qui le contactais, mais lui qui m'appelait. Il m'avait intégré dans son groupe d'amis, mais ce qui aurait pu sembler comme une opportunité de nouer des liens s'est rapidement transformé en une source de douleur. Hugo avait compris ma peur de l'abandon et ma solitude, et il a su les exploiter. Chaque fois que je le sortais de ma vie, à cause de ses moqueries et humiliations, il revenait avec des promesses de changement. Et à chaque fois, je le laissais revenir, espérant qu'il tiendrait parole. Pourtant, 2 semaines plus tard, il recommençait, me laissant affaibli à chaque cycle. Dans son groupe d'amis, je suis devenu un outil pour Hugo afin de se revaloriser en me rabaissant devant eux. Certains de ses amis participaient aux moqueries, tandis que d'autres, comme Alexandre, essayaient de résister à la tentation en s'appuyant sur leur foi. Romain, de son côté, ne se moquait pas de moi, sans doute parce que cela ne faisait tout simplement pas partie de sa nature, ayant lui-même été parfois sujet de moqueries. Puis, il y avait Mathieu, qui bien que pratiquant, ne voyait aucun problème à participer aux humiliations. Enfin, en 2000, Elsa est entrée dans ma vie. Sa présence était un véritable souffle d'air frais. Elle avait une attitude tellement positive avec moi que je suis rapidement tombé sous son charme. Son soutien, en contraste avec l'attitude destructrice de Hugo, m'a permis de réaliser à quel point je méritais mieux. La fin définitive de ma relation avec Hugo est survenue en 2008, lorsque ma femme a finalement réussi à le sortir de ma vie. Elle a mis un terme à ce cycle toxique que j'avais été incapable de briser seul. Le week-end avec Marie, un tournant dévastateur. En 2000, un événement marquant a bouleversé ma relation avec Hugo et a profondément changé la dynamique de notre groupe. Ce week-end-là, ce qui aurait dû être un simple moment entre amis, a pris une tournure sombre lorsque Hugo et son ami Gary ont commencé à caresser Marie sans son consentement, sous les yeux de tous. Marie, effrayée et choquée, s'est réfugiée dans les toilettes, cherchant désespérément à échapper à cette agression. À cet instant, mon instinct m'a poussé à intervenir pour la protéger. Sans hésiter, j'ai utilisé mon propre corps comme barrière, me plaçant entre la pièce dans laquelle se trouvaient Hugo et Gary et la porte des toilettes. Je me suis positionné de 3/4, tentant de juguler leur colère et de désamorcer la situation. J'ai essayé de les raisonner, leur faisant comprendre que ce qu'ils faisaient était non seulement inacceptable, mais également extrêmement grave. Que j'ai perçu une opportunité, j'ai dit à Marie de quitter la maison et de se mettre à l'abri. Je savais que je ne pourrais pas les retenir indéfiniment, et son départ était la seule issue sûre. Après cet incident, Marie a mis fin à sa relation avec Hugo, qui a rapidement commencé à sortir avec Elsa. C'est à ce moment-là qu'Elsa est entrée dans ma vie. Sa présence positive a été une bouffée d'air frais, contrastant avec la toxicité qui s'était installée entre Hugo et moi après ce tragique événement. L'amour brisé par la cruauté de Hugo. L'intégration d'Elsa dans notre groupe a marqué le début de l'une des périodes les plus importantes et joyeuses de ma vie.
Peu à peu, elle a commencé à marcher à mes côtés et au fil du temps, nous avons appris à nous connaître. L'été 2002 a été un véritable tournant pour nous deux. Nous passions des heures à discuter, parfois 6 à 8 heures par jour. Elle était devenue ma meilleure amie, celle qui illuminait mes journées. Un jour, je me suis senti prêt à aller plus loin. Je l'ai invitée chez ma mère, en espérant que ce serait le moment où notre amitié évoluerait vers quelque chose de plus profond. Assis côte à côte sur la banquette, nos regards se cherchaient, nos yeux pétillaient, et il semblait que nous étions enfin sur le point de franchir cette frontière. Mais tout s'est effondré quand ma mère a soudainement fait irruption, marquant l'heure sur le magnétoscope à 16h21. L'ambiance s'est immédiatement brisée, et Elsa, choquée, est partie. Ce moment qui aurait pu être si spécial a été gâché, et elle a cessé de me fréquenter aussi régulièrement. Ce recul d'Elsa m'a ramené à mes anciennes fréquentations, où les moqueries et humiliations étaient la norme. Un jour, alors que j'étais encore considéré comme un larbin, j'ai porté un pack de 32 bières pour le groupe. Fatigué de cette situation, j'ai décidé d'aller dans le jardin de la résidence d'Elsa, sous l'emprise de l'alcool, et j'ai crié à plein poumon. « Elsa, je t'aime! Il n'y a que des cons à Chartres !» Mon désespoir était palpable. Mais cet acte de bravoure insensé m'a conduit à un moment encore plus sombre. Quelques jours plus tard, Hugo m'a entraîné dans ce même jardin où il a organisé un simulacre de procès. Là, il a commencé à m'étrangler. Pour la première fois, j'ai réellement cru que j'allais mourir. Cet acte de violence m'a terrifié, mais ce n'était pas la fin. 3 semaines après, Hugo m'a fait venir devant chez Elsa. Il l'a appelée, et elle est sortie, souriante, en nous voyant tous les deux, moi, son ami, et Hugo, son copain. Mais soudain, Hugo l'a larguée sans ménagement, en plein devant moi. Ce sourire radieux s'est éteint instantanément, et en une fraction de seconde, Elsa s'est effondrée, assise sur le trottoir, pleurant toutes les larmes de son corps. Mon premier réflexe a été de la consoler, de m'accroupir à sa hauteur pour l'aider à surmonter cette douleur. Mais Hugo m'a menacé, rappelant la violence qu'il avait déjà exercée sur moi. Il m'a ordonné de partir, et je n'ai pas eu d'autre choix que de lui obéir. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Hugo, au lieu de permettre à notre amour de s'épanouir, a choisi de nous rendre tous les 3 malheureux par pure cruauté. Cette trahison m'a tellement marqué que j'ai refoulé mes émotions et mes sentiments pendant les 20 années qui ont suivi. Le mal qu'Hugo m'a fait ne se limite pas aux humiliations et aux moqueries. Il a anéanti l'une des plus belles connexions que j'avais jamais eues, me laissant avec une douleur qui a hanté chaque relation et chaque émotion que j'ai tenté d'étouffer depuis. Conclusion, le poids du passé et la quête de reconstruction. Pendant des années, Hugo a semé la douleur et la destruction autour de lui, jouant avec les émotions des autres comme des pions dans un jeu cruel. Ce qu'il a fait à Elsa et à moi reste gravé en moi comme une des trahisons les plus dévastatrices de ma vie. Son comportement n'a jamais apporté autre chose que du malheur, à moi, à Elsa et probablement à d'autres. Mais s'arrêter là serait insuffisant. Le plus important, ce n'est pas seulement de reconnaître la méchanceté de Hugo, mais de comprendre que, malgré tout ce qu'il a fait, je suis encore ici. J'ai survécu à ses blessures, et même si elles m'ont marqué profondément, elles ne me définissent pas. Avec le recul, je réalise que ma capacité à aimer n'a jamais disparu, même après tout ce que j'ai refoulé. Le chemin vers la guérison est long, mais il commence par le fait de reconnaître que je mérite mieux que ce qu'Hugo m'a infligé. Aujourd'hui, je suis engagé dans un processus de reconstruction. Cela ne signifie pas que la douleur a disparu, ni que j'ai totalement surmonté tout ce qui s'est passé. Mais cela signifie que je me donne la permission d'avancer, de laisser ces souvenirs douloureux derrière moi, tout en sachant que je suis plus fort que ce que Hugo aurait voulu me faire croire. La fin de cette histoire n'est pas seulement celle de Hugo et de son influence néfaste. C'est l'histoire de ma propre résistance, de mon cheminement vers une vie dans laquelle je peux enfin me reconstruire, retrouver mes émotions et me réapproprier ce que j'avais perdu à cause de lui. Elsa, même si elle a été touchée par cette tragédie, représente encore un symbole d'espoir et de lumière dans mon passé. Et il est temps que je continue à marcher vers un avenir dans lequel je pourrai à nouveau croire en l'amour et en des relations saines.